Artemis 3 était censé être la mission qui ramènerait des humains sur la Lune. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. En février 2026, la NASA a modifié ses plans. L'atterrissage a été annulé et reporté à une date ultérieure. Et malgré le fait que la mission précédente ait déjà emmené un équipage autour de la Lune, Artemis 3 s'est transformé en un nouveau test. Alors, qu'est-ce qui a changé et quand aura lieu l'atterrissage? Le prochain alunissage est encore à venir. Cependant, cela ne dépend plus d'une seule mission. Cela dépend de toute une séquence. Et cette séquence révèle comment l'atterrissage est désormais censé se dérouler, ce qu'Artemis 2 a déjà changé, et ce qui nous attend lorsque le retour aura enfin lieu. Imaginez ceci. Vous vous trouvez au pôle sud de la Lune, où le Soleil reste extrêmement proche de l'horizon, à seulement 1,5 degré environ au-dessus, transformant sa surface en bandes alternées de lumière vive et d'obscurité. Sous cet angle, une ombre peut s'étirer environ 27 fois plus longtemps que l'objet qui la projette. Les montagnes peuvent projeter des ombres allant jusqu'à 120 km de long. Et dans le même temps, certains cratères n'ont pas reçu la lumière directe du Soleil depuis des milliers d'années. Et c'est cette région que la NASA a choisie pour son premier retour à la surface. Le vaisseau spatial Apollo a atterri près de l'équateur lunaire, principalement sur de vastes plans, offrant une bonne visibilité, et une géométrie d'éclairage familière. La nouvelle expédition cible une région caractérisée par des pentes abruptes, des cratères profonds, des champs de blocs erratiques et des zones d'ombre permanentes où la glace d'eau pourrait exister. L'inspecteur général de la NASA note que ce terrain comprend des rochers de plus de 65 pieds de diamètre, des pentes allant jusqu'à 20 degrés, tandis que le cratère Shackleton est plus de 2 fois plus profond que le Grand Canyon. C'est pourquoi l'expression « retourner sur la Lune » est quelque peu trompeuse. La destination est le même objet. Le défi opérationnel est totalement différent. Avant même l'arrivée du vaisseau spatial, l'éclairage à lui seul change la donne. Les ingénieurs de la NASA effectuent des simulations à grande échelle, sous des lampes de 12 et 6 kW, pour reproduire la lumière du Soleil rasante au pôle sud. Dans leur propre rapport d'essai, ils décrivent comment les surfaces blanches deviennent aveuglantes sous la lumière directe du Soleil, tandis que les ombres derrière les rochers et les atterrisseurs s'étendent tellement que les inspections de routine deviennent difficiles. Les équipages d'Apollo devaient déjà intervenir et ajuster manuellement la trajectoire du vaisseau spatial lors de chaque atterrissage. Imaginez maintenant appliquer ces mêmes exigences de prise de décision à un terrain plus difficile à déchiffrer, plus sombre et beaucoup moins indulgent. Il ne s'agit pas simplement d'un défi de plus. Il s'agit de la sécurité des vols et de vies humaines. C'est précisément pour cette raison que l'agence a décidé de mettre en œuvre le programme en 2 étapes. Artemis 3 aura lieu pour la première fois en 2027. Le vaisseau spatial Orion sera lancé à bord de la fusée SLS avec un équipage à bord, après quoi il tentera un rendez-vous et un amarrage en orbite terrestre basse avec l'un ou les 2 atterrisseurs commerciaux de SpaceX et Blue Origin. Selon la NASA, l'objectif de cette mission est de tester les opérations intégrées, l'amarrage, la vérification du système de survie, les communications, la propulsion et éventuellement de nouvelles combinaisons spatiales. Tout cela avant même que quiconque ne tente une descente sur la Lune. Cela signifie qu'Artemis 3 est la mission qui déterminera si l'architecture d'atterrissage est prête à être considérée comme fiable. Ce n'est qu'après cela qu'Artemis 4 prendra le relais. 4 astronautes décolleront à bord d'Orion. 2 d'entre eux seront ensuite transférés à bord d'un atterrisseur commercial en orbite lunaire, descendront à la surface, passeront environ 1 semaine près du pôle sud, puis retourneront en orbite pour rejoindre le reste de l'équipage pour le voyage de retour. La mise à jour de l'architecture de la NASA de Mars 2026 a également introduit de nouvelles incertitudes. L'état de préparation de l'atterrisseur déterminera quel fournisseur acheminera effectivement le premier équipage à la surface lunaire. La campagne n'est donc plus seulement une course vers la Lune. Le programme teste également 2 systèmes de transport concurrents. Cette compétition est importante car l'atterrisseur n'est plus un petit véhicule autonome. Le Bureau des systèmes d'atterrissage humain de la NASA indique toujours que la hauteur du Starship HLS est d'environ 165 pieds, soit approximativement la hauteur d'un immeuble de 15 étages.
Lors d'un audit de l'inspecteur général datant de mars 2026, le véhicule est indiqué comme mesurant 171 pieds. Le module lunaire Apollo ne mesurait que 23 pieds de haut. À bord de Starship, l'équipage ne descendra pas d'échelle. Ils prendront un ascenseur, et cet ascenseur ne se trouve pas près de la surface. Selon l'audit, il est situé à environ 115 pieds au-dessus du sol. Ce système est actuellement considéré comme un risque majeur, car, en cas de défaillance sur la Lune, l'équipage n'aura aucun moyen de secours conventionnel pour rentrer à l'intérieur. Le prochain problème est celui du carburant. Avant même que les astronautes ne quittent la Terre, SpaceX prévoit de lancer un dépôt de stockage en orbite terrestre basse, suivi de plus de 10 vols de ravitaillement pour le remplir. L'inspecteur général de la NASA indique que cette campagne commence plus de 200 jours avant le lancement de l'équipage, avec un objectif d'un ravitailleur tous les 6 jours. Ce n'est qu'après cela que l'atterrisseur sans équipage sera lancé, s'amarrera au dépôt, se ravitaillera et se dirigera vers l'orbite lunaire, où il pourra attendre Orion pendant une durée maximale de 100 jours. Rien de tel n'avait jamais été réalisé à cette échelle, en utilisant du méthane et de l'oxygène cryogénique. Dans le cadre d'Artemis 3, la NASA souhaite tester cette architecture évolutive, non seulement avec un seul fournisseur, mais également avec un deuxième. Avant même d'autoriser un atterrissage rudimentaire, la NASA exige une répétition générale complète sur la Lune elle-même. Pour SpaceX, cela signifie une démonstration sans équipage, au cours de laquelle le véhicule atterrit à moins de 100 mètres du site cible près du pôle Sud, transmet des données depuis la surface, puis redécolle. Toutefois, l'inspecteur général note également que ces démonstrations ne constituent pas des tests complets comme en vol. Certains systèmes de croisière, notamment l'ascenseur du Starship et la configuration complète du système de survie, ne font pas partie de cette démonstration sans équipage. Cela signifie que le véhicule de démonstration n'aura pas la même masse que le véhicule réel, et que le cycle complet du carburant ne sera pas testé exactement comme lors d'une mission réelle. Les atterrisseurs démontreront quelque chose d'important, mais ils ne prouveront pas tout. Et même si le véhicule fonctionne, la question du lieu d'atterrissage reste en suspens. En octobre 2024, la NASA a réduit la liste à 9 régions candidates près du pôle Sud, dont Haworth, Malipert, Massey, Noble Rim 1 et 2, Slater, Payne et 2 régions sur Mons Mutant. Les critères de sélection sont très pratiques. Valeurs scientifiques, terrain, accès à la fenêtre de lancement, communication avec la Terre et conditions d'éclairage. Les 2 derniers sont interconnectés. Au pôle, la visibilité dépend de la topographie. L'éclairage dépend de la topographie. Un site d'atterrissage sûr dépend de la topographie. L'agence ne cherche pas simplement à atterrir à proximité d'un site scientifiquement précieux. Il tente d'atterrir dans un endroit où l'équipage peut voir, survivre et redécoller. Des missions récentes ont montré à quel point cette marge peut être étroite. En mars 2025, l'atterrisseur Athena d'Intuitive Machines s'est posé près du pôle Sud, à environ 250 mètres de son site cible sur Mons Mutten, et s'est retrouvé sur le côté. La NASA a tout de même reçu des données avant la fin de la mission, mais le résultat a rappelé que le terrain polaire peut endommager même les engins spatiaux robotisés. Au cours du même mois, la mission Blue Ghost 1 de Firefly a capturé environ 3000 images haute résolution, montrant comment les panaches d'échappement interagissent avec la surface pendant la descente. La NASA utilise désormais ces images et de nouveaux tests en chambre à vide pour comprendre comment les gaz d'échappement soulèvent de la poussière, du sol et des roches, car ce nuage peut interférer avec les capteurs au moment précis où l'atterrisseur a besoin d'une vue dégagée. Mais même une visibilité parfaite ne résout pas le problème de la stabilité après l'atterrissage. Selon l'audit, l'inclinaison après l'atterrissage ne doit pas dépasser 8 degrés afin de garantir la sécurité de l'équipage et la faisabilité opérationnelle. Au-delà de cette limite, la géométrie de la trappe, l'accès au véhicule et les opérations de surface commencent à se dégrader. Cela a beaucoup plus d'importance pour un véhicule de grande taille que pour Apollo. C'est également important car la NASA et SpaceX ont toujours un problème non résolu concernant le contrôle manuel. L'agence exige que les astronautes soient capables de reprendre le contrôle pendant la descente et l'atterrissage si nécessaire. L'inspecteur général note qu'il n'y a toujours pas d'accord
sur la question de savoir si l'approche proposée par SpaceX répond à l'esprit de cette exigence. Si ce différend n'est pas résolu rapidement, la NASA devra soit repenser la conception du véhicule en fin de processus, soit le faire voler avec un équipage moins autorisé que souhaité. Aucune de ces options n'est acceptable. Si l'atterrissage est réussi, la mission passe immédiatement des opérations d'ingénierie aux opérations sur le terrain. Le plan actuel prévoit environ 1 semaine en surface. 2 astronautes sortiront vêtus des combinaisons Axe et Mu d'Axiom et commenceront à travailler sur un terrain qui devrait comprendre des cratères sombres, un éclairage quasi continu sur certaines crêtes et d'éventuels dépôts de glace peu profonds. D'ici leur arrivée, le terrain devrait être mieux cartographié. Les objectifs scientifiques initiaux sont déjà définis et les priorités ne sont plus théoriques. La NASA a sélectionné 2 charges utiles scientifiques pour la campagne initiale d'observation à la surface. Un engin aéroporté, conçu pour étudier la poussière et le plasma à proximité du site d'atterrissage, et une station sismique au pôle sud pour enregistrer les impacts et sonder la structure interne de la Lune. En mars 2026, l'agence a également désigné 10 scientifiques participants pour contribuer à l'élaboration du plan scientifique de ces premières opérations. Cependant, ce premier atterrissage n'est qu'un petit pas comparé à ce qui suit. Les plans de mobilité à longue portée de la NASA comprennent un véhicule tout-terrain lunaire non pressurisé et un rover pressurisé de la JAXA pour des missions ultérieures plus longues, lorsque l'exploration devra s'étendre au-delà de courtes promenades depuis le site d'atterrissage. Les combinaisons spatiales font également partie de cette transition. En février 2026, Axiom a achevé une importante revue de conception, mais l'inspecteur général de la NASA signale que les calendriers de développement de la prochaine génération de combinaisons spatiales accusent déjà un retard d'au moins 1 an et demi par rapport aux objectifs initiaux, laissant très peu de marge pour une mission à la surface en 2028. Ainsi, même après l'alunissage, le retour sur la Lune se résume toujours à une question simple. Les humains peuvent-ils continuer à y travailler en toute sécurité et suffisamment longtemps pour que cela ait une importance? Cette question explique pourquoi Artemis II était si important. La mission a été lancée le 1er avril 2026 et s'est terminée le 10 avril après avoir parcouru un total de 694 481 miles et volé à moins de 4067 miles de la surface de la Lune. Durant le vol, l'équipage a tracé manuellement la trajectoire d'Orion, a survolé l'étage supérieur usé, a testé les systèmes de survie et a recueilli les données nécessaires aux futures opérations de rendez-vous et d'amarrage avec des atterrisseurs habités. Après l'amérissage, la NASA a indiqué que l'érosion du bouclier thermique observée sur Artemis 1 avait été considérablement réduite, bien que le problème de la conduite d'évacuation d'urine fasse toujours l'objet d'une enquête. Artemis II n'a pas résolu le problème de l'atterrissage. Elle a permis de tester la partie du système destinée à l'espace lointain et a révélé ce qui reste à corriger avant de s'attaquer aux segments de surface. Cela a également offert aux scientifiques quelque chose de plus précieux que de simples images. Lors du survol du 6 avril, l'équipage a capturé plus de 7000 images de la Lune et a étudié le terminateur, la ligne entre le jour et la nuit, sous un éclairage rasant similaire à celui prévu sur le site d'atterrissage polaire. Autrement dit, le programme dispose désormais d'une perspective humaine de l'environnement visuel précis qui rend la descente suivante si difficile. Cela n'élimine pas le risque. Elle transforme certaines inconnues en données. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles le déroulement des missions est devenu plus réfléchi. Si Artemis III réussit à se placer en orbite terrestre basse et qu'Artemis IV atteint la surface lunaire, la campagne devrait s'accélérer. La NASA indique qu'Artemis V pourrait être lancée dès la fin de 2028, suivie de missions de surface environ annuelles. En mars 2026, l'agence est allée plus loin, en présentant un plan par étapes pour la construction d'une base lunaire. D'abord, un accès de surface à haut débit et une reconnaissance visuelle sur le terrain, puis des missions rudimentaires semestrielles avec une infrastructure croissante et, enfin, une présence humaine permanente. Le projet de passerelle, autrefois central dans cette architecture, est actuellement suspendu, l'agence se tournant désormais vers les systèmes de surface. La direction est claire.
Le programme s'éloigne des expéditions isolées pour se concentrer sur les zones opérationnelles. L'avenir commence avant même que les astronautes ne posent le pied sur Terre. L'atterrisseur robotisé Blue Moon Mark 1 de Blue Origin devrait livrer des équipements permettant d'étudier les interactions de surface des panaches près du pôle sud. Le lancement du rover Viper est prévu fin 2027 afin de rechercher de l'eau, de la glace et des régions constamment à l'ombre, au cours d'une mission de 100 jours, permettant ainsi de déterminer les ressources existantes et les sites d'atterrissage les plus adaptés aux opérations à long terme. Ces ressources robotiques ne sont pas secondaires. Ils participent à une campagne qui transforme les cartes en une véritable connaissance du terrain. Au moment de l'arrivée des astronautes, la région devrait être moins mystérieuse, mieux comprise et bien plus disputée. Car plus cette campagne se concrétise, moins elle reste une simple chronologie américaine. La Chine vise toujours un alunissage rudimentaire d'ici 2030. Reuters a rapporté ce mois-ci que les missions Chang'e 7 et Chang'e 8 ont pour but de recueillir des données supplémentaires sur la même région où Pékin prévoit d'envoyer des astronautes et, à terme, d'établir une présence à long terme. Dans le même temps, la Chine et ses partenaires poursuivent le développement de la Station internationale de recherche lunaire, qui constitue un volet parallèle de leurs opérations lunaires. Dans sa mise à jour architecturale de février 2026, la NASA présente une réponse formulée en termes stratégiques. La concurrence s'intensifie et les États-Unis entendent accélérer le processus en testant les systèmes et la séquence logique plutôt que de forcer un atterrissage prématuré avant que tout ne soit prêt. L'histoire d'Artemis 3 a donc fondamentalement changé. L'atterrissage ne commence plus par le toucher des roues. Cela commence par l'amarrage, le transfert de propergol, la préparation de la combinaison spatiale, la visibilité, l'inclinaison, la physique du panache et la capacité des humains à évaluer clairement tout cela et à reprendre le contrôle lorsque l'automatisation ne suffit plus. La Lune ne se demande plus si l'humanité peut à nouveau l'atteindre. Elle attend de voir si nous sommes prêts à rester. C'est magnifique. J'en ai pris une photo. Quelle vue majestueuse. Étonné. Merci, Reed. Pour la première fois en plus de 50 ans, des êtres humains se sont aventurés au-delà de l'orbite terrestre basse. Non pas vers une station spatiale, non pas en orbite, mais de retour sur la Lune. Artemis 2 a accompli un exploit inédit depuis Apollo. Envoyer un équipage si loin de la Terre qu'un retour rapide n'était plus envisageable. Et cela change le sens de cette mission, car il ne s'agit plus seulement d'atteindre la Lune. Il s'agit de la possibilité de coloniser la Lune et d'y construire des bases directement. Alors, comment la NASA compte-t-elle s'y prendre ? Au cœur des régions polaires de la Lune, il existe des cratères où la lumière du Soleil n'a pas pénétré depuis des milliards d'années. Pas des minutes, pas des années, des milliards. Les températures y descendent en dessous de moins 328 degrés Fahrenheit. Assez froid pour que l'eau gèle indéfiniment. Et chaque mission future repose sur une hypothèse. Celle que cette ressource gelée puisse effectivement être utilisée. Pourtant, aucune mission rudimentaire n'a jamais testé l'ensemble de la chaîne, depuis l'atteinte de la Lune jusqu'aux opérations à sa surface et au maintien sur place. Artemis 2 n'a pas été envoyée pour explorer ces cratères. Elle a été envoyée en réponse à une question antérieure. 4 personnes, 10 jours, aucun atterrissage. Assez loin pour qu'un retour immédiat ne soit plus possible. À tel point que chaque système devait fonctionner parfaitement. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'Artemis 2 a réellement prouvé, de ce qu'il n'a pas prouvé, et pourquoi cet écart déterminera si Artemis 3 pourra atterrir, car aller sur la Lune n'est plus le problème. Le problème est de savoir si une équipe peut arriver sur place et maintenir le système en état de marche suffisamment longtemps pour pouvoir y rester. Et cette question est tranchée avant tout par les personnes se trouvant à l'intérieur du vaisseau spatial. Mettons les choses au clair tout de suite. Cette mission n'est pas symbolique, il est opérationnel. L'équipage d'Artemis 2 a été sélectionné pour une seule raison, son expérience des opérations sous pression. Reed Wiseman, commandant. Victor Glover, pilote. Christina Koh, spécialiste des missions. Jeremy Hansen, spécialiste de mission. Chacun d'eux apporte sa propre expérience de vol. Mission de longue durée,
impliquant l'exploitation de systèmes complexes et le travail dans des environnements confinés où les petites erreurs s'accumulent avec le temps. Car cette mission ne vise pas à tester les capacités d'exploration, mais la manière dont les décisions sont prises en cas de délai de communication. Comment les tâches sont exécutées lorsque rien ne peut être précipité. Comment corriger les petites erreurs avant qu'elles ne déclenchent une réaction en chaîne. Pour la première fois depuis des décennies, ces décisions sont prises à une si grande distance de la Terre. On peut concevoir un vaisseau spatial, tester des systèmes, mais cette partie ne peut être évaluée qu'avec des personnes à bord. L'atterrissage sur la Lune n'est donc plus le principal défi. Ce problème a été résolu il y a des décennies. Le problème est maintenant autre chose. Un atterrissage est un événement unique. Une base, en revanche, fonctionne en continu. Cela implique des lancements répétés, des rotations d'équipage, la maintenance des équipements et la résolution de problèmes sans retour immédiat. Rien n'est réinitialisé entre les missions. En cas de panne, l'équipe suivante hérite du problème. Et c'est précisément ce qu'Artemis II a testé. Non pas l'atterrissage, ni les opérations de surface, mais la capacité d'une mission à se dérouler sans interruption. Car dès lors que les missions commencent à se chevaucher, la stabilité compte plus que la capacité. Si les missions doivent être menées en continu, l'environnement devient partie intégrante du système, et la Lune ne tolère aucune interruption. Alors pourquoi la Lune ne pardonne-t-elle ni les retards ni les erreurs? Tout d'abord, parce qu'un cycle complet de jours dure environ 28 jours terrestres. Cela signifie que 2 semaines d'ensoleillement continu sont suivies de 2 semaines d'obscurité totale. En l'absence d'atmosphère, les températures atteignent des extrêmes. Les matériaux de surface chauffent et se refroidissent jusqu'à des températures inférieures à moins 328 degrés Fahrenheit. Dans les régions constamment ombragées, les températures chutent encore davantage, jusqu'à environ moins 418 degrés Fahrenheit. Tout système incapable de stocker de l'énergie ou de retenir la chaleur cesse tout simplement de fonctionner. Et lorsque des systèmes sur la Lune tombent en panne, il n'est pas facile de les redémarrer. Cependant, le problème le plus urgent n'est pas la température, c'est de la poussière. Les reliques lunaires sont pointues, fines et électrostatiquement actives. Ça colle à absolument tout. Les équipages d'Apollo ont déjà rapporté ce qui s'est passé. Et si cela peut être toléré lors de missions courtes, cela devient inacceptable pour une base. La poussière endommage les joints, les raccords, les filtres et les pièces mobiles. Et contrairement aux pannes d'équipements en orbite, il n'existe aucun environnement propre permettant de rétablir leur fonctionnement. Cela devient une partie intégrante des opérations quotidiennes. Ce ne sont pas des problèmes qui peuvent être résolus immédiatement. C'est pourquoi Artemis II avait besoin d'un équipage. La mission n'avait pas pour but de résoudre ces problèmes. Il a été conçu pour tester si les humains sont même capables de faire face à ce genre de situation. Les objectifs étaient axés sur des opérations de longue durée dans l'espace lointain. L'un des tests clés consistait à manœuvrer à proximité d'un autre objet dans l'espace. Pas d'amarrage, pas de contact, juste du contrôle. L'équipage a utilisé l'étage supérieur comme cible. Ils s'en approchèrent, synchronisèrent leurs mouvements avec lui et en firent le tour avec précaution. Car dans l'espace profond, les objets ne restent pas immobiles. Même de petites différences de vitesse entraînent une dérive et les erreurs mineures ne sont pas corrigées. Elles s'accumulent. Ce n'est pas comme piloter un avion. Il n'y a pas de résistance de l'air, pas de stabilisation naturelle. Chaque instant doit être calculé. Chaque ajustement prend du temps avant de faire effet. Si l'approche est trop rapide, vous ne pourrez pas freiner rapidement. Si la vitesse est trop lente, l'alignement est perdu. Si la rotation ne correspond pas, le contact devient dangereux. Les missions futures dépendront de la possibilité de faire de cela une routine. Un équipage arrive à bord d'un vaisseau spatial, transite par un autre, descend à la surface, puis répète le processus en sens inverse. Et cela n'arrive pas qu'une seule fois. Cela se produit sans cesse avec différents vaisseaux spatiaux, différents équipages, et dans des conditions différentes. Mais pour l'instant, tout repose sur un seul vaisseau spatial.
Orion n'est pas un grand vaisseau spatial. Son volume total sous pression est d'environ 9 mètres cubes, soit un peu plus de 300 pieds cubes. 4 membres d'équipage évoluent dans un espace de taille à peu près comparable à la cabine d'une petite camionnette. Il n'y a pas de compartiments séparés, pas de zones isolées. Tout se déroule dans un même environnement partagé. Le système de maintien en vie est régénérateur mais limité. Le dioxyde de carbone est éliminé, de l'oxygène est fourni. Mais contrairement à une station spatiale, il n'y a pas de redondance à plusieurs niveaux. En cas de défaillance, la marge d'erreur est faible. La durée de la mission n'est pas flexible. Artemis II est prévu pour durer 10 jours. Le vaisseau spatial Orion est conçu pour une autonomie d'environ 3 semaines. Cette limite définit tout. Combien de temps l'équipage peut rester sur place? Combien de temps les problèmes peuvent être tolérés? Combien de temps les décisions peuvent être retardées? Toute l'énergie provient de panneaux solaires. Il n'y a pas de source d'alimentation de secours. En cas d'orientation incorrecte ou de baisse de la production d'énergie, les systèmes commencent à s'arrêter séquentiellement. Il n'y a pas d'option de secours, pas de station d'amarrage, pas de second vaisseau spatial à proximité. Une fois que le vaisseau spatial a quitté l'orbite terrestre, il fonctionne de manière autonome. Et la mission s'achève par son épreuve la plus critique, la rentrée atmosphérique. Aux vitesses de retour lunaire, Orion compte sur son bouclier thermique. Les données des vols précédents ont montré des pertes de matériel dans plus de 100 endroits. La NASA a déterminé que cela était dû à une accumulation de gaz à l'intérieur de la couche de protection thermique lors de la rentrée atmosphérique. Ce facteur a été pris en compte dans la conception du nouveau vaisseau spatial. Et c'est précisément ce qu'Artemis II testait. Non seulement la capacité d'Orion à voler, mais aussi sa capacité à assurer la sécurité de l'équipage, à fonctionner dans ses limites et à le ramener sain et sauf sur Terre. La dernière fois que des êtres humains ont opéré dans des conditions semblables remonte à un demi-siècle. Les missions Apollo ont eu des atterrissages de courte durée. Restez quelques jours, puis partez. Aucun système d'habitation à long terme. Aucune opération répétée. Tout était optimisé dans un seul but, atteindre la surface et revenir sains et saufs. Il n'y avait pas besoin d'entretenir les infrastructures, pas besoin de soutenir un prochain équipage, aucune attente quant au fonctionnement continu des systèmes après la fin de la mission. Artemis change la donne. Désormais, chaque mission dépend de la précédente. Le matériel reste en place. Les systèmes restent en place. Les opérations se poursuivent. Et au lieu de choisir des sites d'atterrissage par commodité, les missions ciblent désormais des endroits plus difficiles d'accès, mais essentiels pour une présence à long terme. Apollo a prouvé que nous pouvions atteindre la Lune. Artemis essaie de prouver que nous pouvons rester. En février 2026, la NASA a revu l'architecture à court terme de son programme lunaire. Artemis III, désormais prévu pour 2027, a été repensé comme une mission en orbite terrestre basse pour tester les systèmes et opérations intégrés, y compris le rendez-vous et l'amarrage avec un ou les deux atterrisseurs commerciaux. Mais pourquoi l'un ou l'autre, voire les deux, pourriez-vous demander? La NASA ne développe actuellement aucun atterrisseur lunaire. L'une est construite par SpaceX, l'autre par Blue Origin et ses partenaires. Ils ne sont pas identiques. Des conceptions différentes, des systèmes différents, et rien ne garantit que les deux seront prêts dans les délais. Ainsi, quel que soit le système prêt pour le vol, la NASA effectuera des tests d'amarrage spatial et évaluera les nouveaux systèmes de combinaison EVA. La NASA présente cela comme une préparation à l'atterrissage d'Artemis IV en 2028. Il convient de préciser que les combinaisons spatiales sont considérées comme un équipement essentiel à la mission, et non comme un simple élément de matériel. La page de la mission indique que, lors des sorties extravéhiculaires, l'équipage portera des combinaisons de pointe fournies par Axiom Space. Il est également souligné que la combinaison est essentiellement un vaisseau spatial monoplace. Protéger les astronautes lors de leurs sorties extravéhiculaires à la surface lunaire. Selon l'architecture mise à jour de la NASA, Artemis IV est prévu comme le premier alunissage du programme début 2028, suivi d'Artemis V plus tard, en 2028. Les mises à jour de l'architecture de la NASA présentent également
Artemis 5 comme un tournant, le début de la construction sur la Lune, conformément aux nouvelles attentes concernant le rythme de la campagne. En mars 2026, la NASA a également publié des documents de planification exceptionnellement transparents concernant une base lunaire au pôle sud de la Lune, la présentant comme un effort de construction par phase plutôt que comme une seule méga mission. Lors de la présentation de la NASA, 3 étapes ont été décrites. La première phase, qui s'étendra jusqu'en 2029, sera axée sur les expérimentations et l'exploration. La deuxième phase, de 2029 à 2032, se concentrera sur l'établissement d'une première habitation et un soutien logistique plus important. La troisième phase, à partir de 2032, vise à assurer une présence humaine durable grâce à des infrastructures permanentes. La première phase vise à créer une dynamique avant le retour des humains à la surface. Lors de son exposé, la NASA a présenté jusqu'à 25 missions, dont 20 et un atterrissage axés sur des tests de reconnaissance et la vérification des capacités de survie des engins amphibies. Les outils listés sont volontairement pratiques et sans attrait particulier. Des rovers rudimentaires et autonomes pour démontrer la mobilité et l'amélioration des surfaces. Des drones transporteurs, appelés Moonfall, ainsi que des relais de communication et des satellites d'observation, conçus pour maintenir le monde informé de l'avancement des travaux. Et si les rovers sont relativement simples à appréhender, les drones sauteurs soulèvent naturellement la question. Que sont-ils exactement? Au lieu de roues ou d'hélices, ces véhicules se déplacent en allumant de petits moteurs fusées. Ils décollent brièvement, parcourent des dizaines de kilomètres, puis atterrissent à nouveau. Cela leur permet d'atteindre des cratères profonds et ombragés aux parois abruptes, dans lesquels aucun rover ne peut pénétrer en toute sécurité. Dans le même temps, la NASA prévoit de retransmettre l'intégralité de l'opération en direct et en haute définition, via des satellites de communication à un public mondial. Revenons-en toutefois au défi. Dans ce plan de base, un test déterminant est défini comme étant la survie pendant la nuit, incluant des démonstrations préliminaires des systèmes d'alimentation et d'un réchauffeur à radioisotope nucléaire. Cette orientation est directement liée à l'environnement lunaire. La nuit lunaire de 14 jours dans les centrales thermiques extrêmes peut mettre hors service les batteries, les lubrifiants et les composants électroniques si les stratégies de gestion thermique échouent. Même au pôle, la NASA souligne qu'il n'existe aucun endroit totalement exempt d'obscurité. Ainsi, la conception axée sur le stockage de l'énergie et la capacité de survie est considérée comme une exigence initiale plutôt que comme une amélioration de dernière minute. La mobilité se formalise en tant qu'infrastructure. La NASA annonce les premiers essais de 3 concepts de véhicules lunaires, développés par la société commerciale Intuitive Machines, Lunar Outpost et Venturi Astrolab. Dans le cadre du plan d'acquisition lunaire de la NASA, sur la plateforme du programme Ignition, il est clairement indiqué que l'accent est mis sur le développement de rovers rudimentaires et sans équipage, capables de parcourir des distances de l'ordre de centaines de kilomètres, conformément à l'objectif d'atteindre une première capacité opérationnelle vers 2028. Dans la phase 2, la base cesse d'être un concept et commence à fonctionner comme une chaîne d'approvisionnement. Le compte-rendu de la NASA décrit les investissements dans des systèmes d'énergie solaire avancée, les premières centrales nucléaires de surface, des rovers modernisés, des drones de nouvelle génération et le début de la construction d'habitats. L'échelle est explicitement définie, jusqu'à 60 tonnes de fret pendant la phase 2, livrée sur 24 sites d'atterrissage à l'aide de plusieurs classes d'atterrisseurs de fret. L'énergie est au cœur du plan, et la NASA décrit un effort important en faveur du développement de centrales nucléaires de surface. La NASA a publiquement annoncé travailler sur un système de fission de classe 40 kW destiné à un fonctionnement lunaire d'ici le début des années 2030. Ils ont également annoncé leur intention de déployer un réacteur nucléaire sur la Lune d'ici le premier trimestre de l'exercice fiscal 2030 afin de soutenir l'exploration lunaire. Ces engagements correspondent au problème fondamental. La lumière du Soleil est aléatoire, mais une base doit fonctionner en continu. L'eau est une ressource stratégique au pôle sud lunaire et un atout scientifique essentiel. Les sondes Lunar Reconnaissance Orbitaire et LC-ROS ont déjà apporté des preuves supplémentaires
de la présence de glace dans des régions constamment plongées dans l'ombre. C'est pourquoi les missions de reconnaissance robotisées sont tout aussi importantes que les missions plus rudimentaires. En septembre 2025, la NASA a sélectionné Blue Origin pour livrer le rover Viper au pôle Sud d'ici fin 2027, spécifiquement pour cartographier les ressources extraterrestres potentielles, telles que l'Io. La mission a été présentée comme une relance après son annulation antérieure et comme une étape de collecte de données nécessaires à la pérennité des opérations. La phase 3 est présentée comme une ère d'opération de routine. Des modules d'habitation dotés d'un volume interne permanent, une centrale nucléaire active capable d'alimenter les systèmes pendant les longues nuits lunaires, des rovers pressurisés à longue portée et des réseaux logistiques construits sur des systèmes de transport à la fois rudimentaires et autonomes. L'objectif de la NASA en matière de fret pour la troisième phase, soit jusqu'à 38 tonnes par an, implique non pas un camp, mais un avant-poste conçu pour un réapprovisionnement continu et une présence permanente à long terme. Rien de tout cela ne se produira sans des achats à grande échelle et des vols répétés. Lors de la présentation de la NASA sur la base lunaire, la participation commerciale et internationale a été placée au cœur du projet de construction, notamment en ce qui concerne l'expansion du CLPS et l'acquisition de dizaines de lancements par an. Le centre d'acquisition d'allumage de la NASA apporte des précisions supplémentaires via CLPS 2.0, qui prévoit un effort d'approvisionnement à long terme, de suivi avec un plafond cible de 6 milliards de dollars, destiné à soutenir une fréquence accrue de livraison lunaire pour permettre des opérations continues. Le programme Apollo n'a pas abouti à une présence permanente sur la Lune, et l'histoire explique pourquoi. Discuter de projets exploratoires ne se traduit pas automatiquement par un financement à long terme. Maintenir une base nécessite des incitations continues. Dans sa communication pour 2026, la NASA insiste à plusieurs reprises sur l'importance de maintenir le rythme, la répétabilité et de privilégier les systèmes commerciaux pour des missions plus fréquentes après les premiers atterrissages. D'autres programmes poursuivent également des objectifs similaires. La Chine a annoncé son intention d'envoyer des astronautes sur la Lune avant 2030 et de y construire une station de recherche à long terme au cours de la décennie suivante. Et ces plans ne visent pas des endroits choisis au hasard. Ils concentrent leurs efforts sur les mêmes régions, des zones proches du pôle sud lunaire, où l'accès aux ressources pourrait déterminer si une présence à long terme est même possible. Ces emplacements sont limités. Toutes les parties de la Lune ne sont pas également utilisables. Et cela signifie que le timing est crucial, car une fois que les infrastructures commencent à apparaître, zones d'atterrissage, systèmes d'alimentation électrique, routes terrestres, les missions suivantes n'arriveront pas dans un environnement vide. Ils arriveront dans un environnement déjà occupé et utilisé. C'est là que le droit ancien rencontre les nouvelles pratiques. La règle de non-appropriation du traité sur l'espace extra-atmosphérique demeure le fondement juridique. Aucun pays ne peut revendiquer la Lune comme son territoire. Cependant, les opérations modernes exigent davantage. Elles nécessitent une coordination autour des zones d'atterrissage, des systèmes d'alimentation électrique et des sites d'extraction des ressources. L'interférence n'étant plus une notion théorique, les accords d'Aramis tentent de définir comment elle fonctionne en pratique. Transparence, partage d'informations et zones de sécurité temporaire liées aux opérations en cours. Dans le même temps, la Chine et ses partenaires opèrent en dehors des accords Aramis, développant leur propre approche de la conduite des opérations lunaires. Cela signifie que ces opérations peuvent ne pas suivre un ensemble de règles unifiées. Et lorsque plusieurs missions se déploient dans les mêmes régions restreintes, la frontière entre coordination et interférence devient difficile à définir. Alors, à quoi aboutissons-nous ? Personne ne peut revendiquer de territoire, mais les opérations n'en créent pas moins une influence. Et cela change l'objectif. Il ne s'agit plus seulement d'aller sur la Lune. Il s'agit d'arriver suffisamment tôt pour avoir le pouvoir de déterminer le déroulement des opérations futures. Artemis II est important, car il transforme la stratégie en preuve. La preuve que des équipages peuvent vivre et travailler dans l'espace lunaire, et que le système est capable de les ramener sur Terre. L'atterrissage qui suit n'est plus présenté comme un moment dramatique unique, mais comme la première étape d'une campagne de construction. Des dizaines de pistes d'atterrissage,
Des systèmes d'alimentation électrique capables de résister à de longues nuits. Les rovers étaient considérés comme une flotte opérationnelle et un avant-poste terrestre qui devrait continuer à fonctionner longtemps après que les premières traces se soient effacées. Si y parvenir n'est plus un défi, où allons-nous ensuite ?